Salut à toutes et à tous, bienvenue dans la saison 4 de l'univers Voir en 2100, une série de podcasts pour comprendre le présent et pour imaginer le futur. Dans une fiction spatiale et depuis la planète Mars, j'interrogerai 5 intervenants sur 5 sujets. Écoutez-nous sur toutes les plateformes audio, suivez-nous sur les réseaux sociaux, envoyez-nous un message si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Allez, salut, ciao. Salut Romain. Salut Antoine. Alors juste avant de démarrer, mes excuses Romain, on a un peu de retard. On a eu quelques soucis électriques dans la base. Donc c'est pour ça qu'effectivement on a retardé et reporté notre conversation. Mais en tout cas je suis très content de parler de pêche avec toi aujourd'hui. On se connaît un peu, on a fait un peu de sport ensemble. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bien sûr, Romain, 38 ans, j'ai une petite fille. Je suis un pur produit dauphinois, amoureux de notre région, de ses terroirs. Sur le plan professionnel, je suis conseiller en recrutement auprès de personnes en situation de handicap. Et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, je suis hanté d'une fervente passion pour la pêche. Et en pleine forme. Alors est-ce que tu peux présenter ton activité associative s'il te plaît? Depuis une dizaine d'années, je suis membre du conseil d'administration de l'association qui régit la pêche sur le lac de Paladru. Je suis depuis peu vice-président de cette association qui compte environ 500 membres à l'année, plus 500 autres membres que je qualifierais d'occasionnels, c'est-à-dire principalement des touristes qui souhaitent tremper leur ligne durant les mois d'été, ainsi que des pêcheurs venus d'autres départements et qui veulent se faire plaisir sur un ou plusieurs jours sur le magnifique lac de Paladru. Ouais, et on va pouvoir en parler. Alors pour commencer, vaste question, mais est-ce que tu peux nous parler de la pêche en France et ses différentes pratiques, s'il te plaît? Alors oui, vaste question. Le mot pêche, c'est en fait un terme un petit peu générique qui peut désigner une foultitude de modes de pratique différentes. Alors il y a par exemple un distinguo à faire entre la pêche professionnelle, dans le but de prélever du poisson à l'état sauvage pour le vendre, et la pêche de loisir, à la ligne. Ensuite, les milieux peuvent être très différents. On pense tout de suite à la distinction entre la pêche en mer et la pêche en eau douce. Dans nos secteurs géographiques proches, on parlera de pêche à la ligne, en eau douce, même si certains pratiquent très à la marge des pêches aux engins, c'est-à-dire avec des nasses ou des filets. Mais même en eau douce, par exemple, là aussi on va retrouver principalement et de manière non exhaustive 3 grands types de milieux, à savoir les lacs, les étangs et les rivières. Donc sans faire de raccourcis ni parler de vérité générale, je crois qu'on pourrait presque classifier les pêcheurs en fonction du genre de pratique qu'ils vont avoir et du type de milieu dans lequel ils vont évoluer. Par exemple, si je prends la pêche au lac de Paladru, elle est difficile depuis la berge et se pratique presque exclusivement depuis une embarcation, ce qui induit de posséder une barque ou un bateau et donc de disposer de quelques moyens financiers. La pêche en rivière ou en étang sera plus accessible sur l'aspect des moyens financiers, car on n'a pas besoin d'investir de grosses sommes pour disposer du matériel nécessaire. Ceci étant, ça reste à nuancer, car le prix du matériel de pêche peut varier de 1 à 10 selon les moyens des pêcheurs et comment on souhaite s'équiper. Il y a aussi certains milieux qui demandent aux pêcheurs d'être dans une forme physique suffisante pour pouvoir pratiquer. Je pense par exemple à des rivières ou ruisseaux un peu escarpés, moins faciles d'accès que les rives d'un étang, au bord duquel on peut installer son siège et pêcher au pied de la voiture. Voilà, à mon avis, il est utile aussi de parler des principales espèces de poissons qu'on peut retrouver dans nos lacs, rivières et étangs. Alors je ne vais pas faire un inventaire à la Prévert et je vais être volontairement incomplet pour ne pas noyer l'auditeur, si on peut dire. Mais si on tente de classer les espèces par type de milieu, on peut d'abord dire que le poisson roi des rivières, c'est la truite. Et on distingue principalement 2 espèces de truites, la truite fario, qui est la truite sauvage, et la truite arc-en-ciel, qui est une truite d'élevage déversée dans les rivières pour le repeuplement. Dans les étangs, on va recenser la carpe, qui peut atteindre des proportions tout à fait respectable et qui est recherchée par une certaine catégorie de pêcheurs amateurs de gros poissons. La tanche, la brème, ou encore des espèces de poissons de plus petite taille,
comme le gardon, le goujon, c'est ce qu'on appelle communément la friture. Le brochet, l'omble chevalier, la perche ou le lavaret se trouveront plutôt en environnement lacustre. Je fais une parenthèse au sujet du lavaret, qui est un poisson uniquement présent dans les eaux fraîches des lacs alpins et jurassiens et qui prend des appellations locales diverses. C'est un poisson un peu à la mode auprès des pêcheurs et beaucoup de pêcheurs se sont mis récemment à le rechercher. Il y a un business important autour de la pêche du lavaret dans les Alpes et dans le Jura. Et d'ailleurs, si on parle d'économie, on peut dire par exemple que la pêche moderne du brochet, au leurre artificiel, ou la pêche de la carpe, qui nécessite beaucoup de matériel et d'appât, font vivre une grande partie d'un écosystème dédié à la pêche. Voilà, les pêcheurs sont souvent prêts à investir des moyens importants pour pratiquer leur passion, mais je crois que c'est vrai pour la plupart des passions, parce que quand on aime, on ne compte pas. Ouais, c'est certain. Alors, juste pour comprendre et pour savoir de quoi on va parler, Romain, si je schématise un peu, on a la pêche commerciale d'un côté et la pêche loisir de l'autre. Dans la pêche de loisir, on a la pêche en mer et la pêche en eau douce. Et dans la pêche en eau douce, on a différents milieux avec les lacs, les étangs et les rivières. Et à l'intérieur de ces milieux, on a des espèces de poissons différentes avec des pêcheurs donc qui pêchent avec des techniques, des pratiques différentes, avec des budgets également différents. Mais c'est toujours important qu'on le sache parce qu'on va parler donc de pêche loisir dans les eaux douces et on va s'appuyer de ton expertise et de ton expérience, notamment au lac de Paladru. Alors déjà pour commencer, pourquoi lac de Paladru et pas le lac de Charaville? Et ma deuxième question, c'est quelle est la différence entre un lac et un étang? Alors la différence entre un lac et un étang est en fait ambiguë, c'est une question de sémantique qui est difficile à trancher. Les lacs et les étangs peuvent être naturels ou artificiels. D'une manière générale, on peut dire qu'un lac est en principe de surface et de profondeur plus importante qu'un étang. Mais la frontière entre les deux n'est pas réellement établie. On dira que la plupart des lacs, du fait de leur superficie et de leur profondeur généralement plus importante, connaissent des variations de température et de taux d'oxygénation de l'eau moindres en fonction des strates dans lesquelles ces mesures sont effectuées. Selon toute vraisemblance, il n'existe pas de réponse formelle à ta question. Si on s'arrête sur la question du lac de Paladru, et donc pas du lac de Charavine, qui est, soit dit en passant, le lac de Paladru, le spot de pêche que je pratique le plus depuis une dizaine d'années, je commencerai par dire, non sans chauvinisme, que c'est le plus beau lac du monde. Passer la mauvaise foi, vient la partie plus scientifique de la question. Donc c'est un lac d'origine glaciaire, c'est-à-dire qu'il a été creusé par l'avancée d'un glacier qui venait des montagnes des Alpes et qui s'étendait à l'époque jusqu'aux plaines de la région lyonnaise. D'ailleurs, une petite curiosité géologique, autour du lac, on trouve des pierres bleutées, originaires de la région de la Maurienne et qui ont plus que probablement été poussées par ce glacier jusqu'à chez nous. Donc l'origine du lac et ses variations de niveau sont bien expliquées par une animation très réussie qu'on peut voir au nouveau musée archéologique de Paladru. Donc Antoine, je t'encourage à y aller si ce n'est pas déjà fait. La profondeur maximale du lac est d'environ 36 mètres, bien que certaines légendes évoquent parfois des profondeurs un peu fantaisistes, bien plus importantes. Et en parlant de légendes, alors il y aurait dans les profondeurs du lac une cité engloutie. Les habitants de cette cité du bord du lac ayant été punis par une vengeance divine suite à on ne sait trop quelle mauvaise action. On aurait également aperçu une dame blanche sortie des eaux du lac, etc. Et puis il y a les légendes actuelles, dont notamment celle qui voudrait que des siphons au fond du lac aspirent les baigneurs, par exemple. Tout ça est faux et bon, les noyades qui ont malheureusement lieu dans le lac relèvent plutôt d'accidents ou d'imprudence. À part ça, qu'est-ce qu'on peut dire ? À part ça, je peux te dire que le lac a la particularité d'être un lac privé, géré par une SCI et donc propriété de certains actionnaires. L'accès y est réglementé, la navigation est payante et les activités nautiques sont régies par un règlement dont l'application est surveillée par des gardes salariés de la SCI.
Alors cette organisation peut paraître un peu stricte, mais c'est ce qui permet un partage apaisé et sécurisé du lac. Les activités comme la baignade et le ski nautique, qui semblent à première vue incompatibles, fonctionnent grâce à la réglementation et à des délimitations de zones réservées à chaque activité. Parmi les activités principales qui ont cours sur le lac, on peut aussi citer l'aviron, la voile, la plongée, le pédalo, le canoë, la pratique du paddle, de plus en plus importante, très à la mode, et puis bien sûr la pêche. D'accord. Bon, et après, c'est rassurant, hein, parce qu'il n'y a pas de dame blanche, il n'y a pas de mégalodon au fond du lac. Bah, alors déjà, est-ce que tu peux nous dire s'il y a de la vie déjà au fond du lac? Il y a de la vie au fond du lac, sous condition qu'il y ait assez d'oxygène. Dans le temps, l'hiver, les eaux de surface devenaient plus froides et donc plus denses que les eaux du fond. On dit que les lacs tournaient, c'est-à-dire que l'eau de surface passait au fond et l'eau du fond montait en surface. Donc les eaux oxygénées de surface, elles oxygénaient le fond, et les eaux non oxygénées montaient en surface, étaient oxygénées par le clapot, par les apports des affluents du lac. Depuis une dizaine d'années, la plupart des lacs alpins ne tournent plus, c'est-à-dire qu'on a une disparition progressive de la vie en profondeur. Après, un lac ne se nettoie pas, et les lacs, les étangs sont des milieux qui, à terme, pour la plupart, sont voués à se combler d'eux-mêmes. On le voit sur les étangs, les feuilles qui tombent dans l'étang, petit à petit tombent au fond de l'eau, se décomposent et forment une couche de vase de plus en plus épaisse d'année en année, jusqu'à ce que certains étangs disparaissent d'eux-mêmes, se rebouchent. Mais à terme, dans des millénaires, le lac de Paladru sera probablement moins profond parce que de plus en plus comblé par les apports végétaux notamment. Ouais, on va parler un peu après du milieu halieutique, en tout cas des écosystèmes à l'intérieur. Mais avant tout, tu vois, j'accompagnais mon frère quand j'étais petit à la pêche et on croisait les gardes-pêche. Donc il fallait une autorisation, enfin il fallait payer une cotisation, une carte de pêche pour pouvoir pêcher. Et donc ma première question c'est à quoi sert cet argent? Et la deuxième question c'est est-ce que tu peux nous parler, alors brièvement, mais en tout cas des grandes lignes de la réglementation de la pêche? Ça sert tout simplement à financer la gestion des milieux aquatiques et la promotion du loisir pêche, notamment, par des actions de communication. Donc ce qui peut être financé sont des travaux de renaturalisation des cours d'eau qui ont été anciennement artificialisés, le financement de moyens de lutte contre le braconnage, des travaux d'aménagement des berges pour favoriser l'accès, l'installation de pontons handi-pêche, par exemple, donc pour permettre aux personnes à mobilité réduite d'accéder à leurs loisirs, le financement de l'alvinage, des actions de protection des milieux et de la faune aquatique, des actions de communication, on l'a dit, donc de promotion de la pêche. À savoir que la carte de pêche permet d'exercer le loisir pêche dans ce qu'on appelle le domaine public. C'est-à-dire que les rivières, les lacs ou étangs privés ne sont pas concernés parce que sont régis par un règlement défini directement par le propriétaire et souvent à visée commerciale. Alors au sujet de la réglementation pêche et de la garderie, les gardes de pêche ont d'abord un rôle de prévention en matière de respect de la réglementation, de lutte contre le braconnage bien sûr, mais aussi de protection des milieux. Par exemple, ils vont sensibiliser à l'importance de ne pas jeter ses déchets dans la nature, l'importance de prendre soin d'un poisson qu'on aurait capturé et qu'on souhaite remettre à l'eau. Après, ils ont aussi un rôle de sanction. Ils peuvent dresser des procès-verbaux à l'encontre des contrevenants, récidivistes souvent, ou pour un non-respect majeur de la réglementation. Alors, il y a un panel de règles assez élargi pour encadrer la pratique de la pêche à la ligne. On peut peut-être citer, si tu le veux, 3 règles principales. Déjà, les périodes de fermeture de la pêche, qui permettent de laisser tranquilles les poissons pendant leur période de reproduction. Ensuite, les tailles réglementaires de capture, ce qu'on appelle communément la maille,
qui sont destinés à empêcher le prélèvement de poissons trop petits, qui n'auraient pas eu le temps d'atteindre leur maturité nécessaire pour se reproduire au moins une fois avant d'être prélevés. Troisième point, les zones interdites à la pêche, ce qu'on appelle les réserves de pêche. En quelque sorte, ce sont des sanctuaires au sein desquels les poissons peuvent évoluer sans être dérangés. Alors pour nous, il n'y a pas trop de garde-pêche sur Mars. On a trouvé de l'eau, là, récemment, de forme liquide. Mais en tout cas, là, je suis pas sûr qu'on puisse pêcher, en tout cas pas encore. Alors, avec Juliette, on avait fait un tour de France des vins. Est-ce qu'on peut faire avec toi un petit tour du patrimoine halieutique français? Halieutique, c'est tout ce qui est en lien avec la pêche. Un peu, est-ce que tu peux nous parler des régions fortes, des régions historiques, les différentes pratiques de pêche en fonction des régions en France? Alors, je vais essayer de répondre sans vexer personne. Le patrimoine halieutique français, alors déjà, il est très varié. Si on s'en tient à l'eau douce, on va du petit lac de montagne à l'embouchure des fleuves sur les côtes, en passant par les rivières de plaine ou les lacs de barrage, par exemple. Les régions montagneuses des Alpes, des Pyrénées, du Massif central ou de Corse, par exemple, vont offrir des eaux fraîches et limpides, propices à la pratique d'une pêche plutôt sportive et active, à la recherche de la truite principalement. Sur les territoires du sud-ouest, on trouve de grands lacs au profil de fond assez régulier, assez prisés des pêcheurs qui mettent en œuvre des techniques modernes de recherche du brochet, du cendre, du black bass, qui sont des espèces qu'on dit carnassières, au moyen de leurres artificielles. Le nord de la France va plutôt être connu pour ses canaux, dans lesquels on peut pratiquer une pêche très technique et rechercher la capture de petits poissons en très grand nombre. Si on s'arrête sur la Normandie, on peut faire un focus sur la truite de mer. C'est une espèce migratrice apparentée au saumon et dont la capture demande beaucoup de patience. C'est un peu le Graal des pêcheurs normands. Après, on pêche aussi en centre-ville de Grenoble ou de Paris, par exemple, sur les quais de Saône à Lyon. En fait, pour répondre à la question initiale, je ne sais pas s'il y a vraiment de régions fortes, même si globalement, on va dire que les plus grands milieux concentrent un peu mécaniquement le plus grand nombre de pêcheurs. Alors historiquement, la pêche est présente partout sur le territoire français, depuis la préhistoire d'ailleurs, et c'est toujours le cas à notre époque. Bon, ça va, tu t'en es bien sorti, même si t'as pas parlé de la Bretagne, mais bon. T'as parlé d'alvinage tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi faire de l'alvinage? Et dans un premier temps, nous dire ce que c'est, et nous donner quelques repères chiffrés, s'il te plaît. Alors à l'origine, l'alvinage, c'est le fait d'introduire dans un milieu des poissons dans le but de soutenir des populations naturelles qui seraient en déclin. L'exemple emblématique en France, c'est le cas de la truite sauvage. Elle est très impactée par la dégradation de la qualité de l'eau à cause des diverses pollutions occasionnelles ou systématiques que les rivières peuvent subir, ainsi que par le dérèglement climatique et le réchauffement progressif des eaux. La disparition des zones de reproduction de la truite est également une réelle problématique pour la conservation de l'espèce. Donc afin de pallier à la régression des populations de truites, on introduit des juvéniles qui sont nés en écloserie et qui vont grandir dans la rivière. C'est ça, l'alvinage. Donc c'est des poissons qu'on pourra qualifier de semi-sauvages, mais il existe aussi sur certains tronçons de rivière des déversements de truites d'élevage adultes. Ce sont les fameuses truites arc-en-ciel. Ces poissons, ils sont clairement destinés à être recapturés rapidement par les pêcheurs juste après la période d'ouverture de la pêche, au mois de mars notamment. Alors malheureusement, il n'y a pas que la truite qui est menacée. Il existe d'autres espèces en déclin pour X ou Y raison et qui font l'objet de mesures de soutien des populations au moyen de l'alvinage. Alors sur les espèces menacées, là encore, je ne vais pas ressortir mon truc de l'inventaire à l'après-vert, ce serait trop long et fastidieux, ennuyeux pour l'auditeur. Par contre, il y a des espèces qui représentent un intérêt pour la pêche. Donc voilà, je disais, la carpe, par exemple, fait partie des poissons qui sont le plus pêchés en France. Ça attire des étrangers, des Allemands, des Britanniques, des Hollandais, qui sont friands de bataille avec les grosses carpes qui peuplent les eaux françaises. Donc la carpe va être amenée artificiellement dans des plans d'eau publics, dans des plans d'eau
privé aussi, donc la question financière, business, on en parlait. En termes d'alvinage et de chiffres, je vais citer un paramètre qui m'a beaucoup étonné quand j'ai commencé à m'intéresser à la question. C'est celui du taux de survie des jeunes alevins, c'est-à-dire du nombre de juvéniles qui atteignent l'âge adulte. Pour beaucoup d'espèces, ce taux est d'environ 1 pour 1000. Donc il faut comprendre que pour 1000 œufs pondus, il y a seulement un seul œuf qui donnera un poisson adulte. Alors attends, il y a quelque chose que je comprends pas. D'un côté, l'alvinage, ça sert à introduire des nouveaux poissons pour maintenir une espèce dans un milieu donné. Et de l'autre côté, ça sert à répondre à un besoin en quantité de la pêche loisir. Alors, c'est l'un ou l'autre ou c'est les deux? Il y a les deux. Il y a des milieux qu'on souhaite transformer, notamment pour le loisir pêche. Donc je prends l'exemple du Lavaret, qu'on appelle le corrigone aussi, qui est très présent à Paladru, mais qui n'existait pas il y a quelques dizaines d'années. Il a été amené, ce sont des alevins du lac Léman qui ont été amenés, qui aujourd'hui se reproduisent naturellement, mais pour soutenir les populations, parce qu'il y a beaucoup de prélèvements par les pêcheurs, c'est un poisson qui est très recherché aussi pour ses qualités culinaires et gustatives, on va continuer à faire de l'alvinage de jeunes alevins. Donc on a là ici une population naturelle qui est installée depuis plusieurs dizaines d'années, qui se reproduit naturellement, mais on soutient les populations pour le plaisir de la pêche par de l'alvinage. Sur Paladru, il y a l'espèce de la truite lacustre, qui est une espèce endémique du lac, en fort déclin actuellement. Elle se reproduit dans les cours d'eau affluents du lac et ces cours d'eau sont régulièrement à sec. Ce qui fait que très souvent, les alevins de l'année meurent, voire ne naissent pas quand les géniteurs ne peuvent pas remonter les cours d'eau. Là, on a pris des mesures de protection de ce poisson en fermant sa pêche. On fait de l'alvinage de poissons qui viennent du lac Léman. C'est la même souche de truite. Mais ce coup-ci, c'est pour sauver l'espèce et pas pour le plaisir du pêcheur. Donc on voit bien que l'association de pêche et de protection du milieu aquatique va avoir deux missions, à la fois le plaisir de la pêche et la gestion de la pêche, mais aussi la préservation des milieux et de sa ressource naturelle. C'est bon, ça y est, j'ai compris. Dans la continuité, donc, est-ce que tu peux nous parler de l'importance des pêcheurs et notamment de ces bénévoles qui sont dans l'association et notamment dans la préservation de ces écosystèmes? Alors, les pêcheurs sont parmi les personnes en première ligne pour faire le constat, souvent amer, de la dégradation de la qualité des milieux aquatiques et de la dégradation d'ailleurs de l'environnement en général. Moi, je ne compte plus les fois où je suis tombé sur des décharges sauvages en pleine nature le long des rivières du coin, comme la Morge par exemple, qui coule dans Voiron, tout près d'ici. Alors il faut savoir que quand il y a une pollution de rivière et qu'on retrouve des centaines de poissons ventre en l'air et que toute une portion de rivière est littéralement morte, les associations de pêche sont en première ligne pour déposer les plaintes devant les juridictions compétentes, pour monter des dossiers devant les tribunaux et pour tenter d'obtenir des réparations. Les pêcheurs qui mènent ces actions sont des bénévoles et qui prennent sur leur temps et qui donnent de leur énergie. Là, ils œuvrent pour le bien commun de manière sincère et désintéressée. C'est pour ça qu'il est important qu'il y ait toujours des pêcheurs qui pourront protéger les environnements aquatiques. Mon avis personnel est le suivant, c'est que on a beau dire et écrire tout ce qu'on veut dans les journaux, sur Internet, sur les réseaux sociaux, rien ne remplace l'expertise du terrain. Les pêcheurs sont importants parce qu'ils connaissent bien le fonctionnement des écosystèmes qui les entourent, ils aiment la nature. Voilà, en gros, pour protéger, il faut aimer, et pour aimer, il faut connaître. Eh ben écoute, c'est bien dit. Alors on parle d'écosystème, on a parlé du milieu halieutique, mais est-ce qu'il y a une relation entre l'écosystème dans l'eau et les écosystèmes qui sont au bord de l'eau? Je te dirais que oui, évidemment, il y a une interdépendance. Je vais te prendre l'exemple de quelqu'un qu'on connaît bien, c'est le moustique. Le moustique vole dans les airs, se pose sur l'eau pour pondre ses œufs, qui coule au fond de la rivière, qui incube dans la vase, et plusieurs semaines, mois ou années après, ça je ne sais pas, quand les conditions sont idéales, les larves qui auront éclos des œufs qui seront développés dans la vase vont remonter en surface
pour éclore de leur cocon, s'envoler et commencer un nouveau cycle. Donc oui, les écosystèmes sont liés entre eux. Il en va de même pour les plantes. Les roselières ont besoin d'eau en hiver, ont besoin d'être à sec une partie de l'année pour que leur rhizome se développe. L'air, l'eau, la terre, le feu, le vent, tout est lié. Bon, pour ce qui nous concerne, oui, les écosystèmes aquatiques sont dépendants des écosystèmes terrestres et vice-versa. On voit effectivement, comme tu dis, une interdépendance entre les milieux et les écosystèmes. Alors tu sais, on a abordé pas mal de sujets avec pas mal d'intervenantes et d'intervenants, et on a abordé aussi le dérèglement climatique. Et moi je voulais t'entendre là-dessus, à savoir, est-ce que tu as observé des signes déjà dans ton milieu de ce dérèglement climatique, et quelle est ta vision du futur? Alors, les signaux du dérèglement climatique qu'on voit aujourd'hui, c'est un réchauffement des températures des eaux, les lacs qui ne se retournent plus, ça on en a parlé, donc les truites qu'on trouve de plus en plus haut en altitude dans les rivières. Les eaux de basse altitude sont devenues trop chaudes et impropres à la survie de la truite. Les zones de reproduction du brochet qui sont en principe les prairies inondées pendant l'hiver. Aujourd'hui, soit on n'a pas d'eau, soit on en a trop. Donc quand on n'a pas d'eau, pas de reproduction. Et si reproduction, on a des crues qui dévastent tout et qui détruisent les fonds, la reproduction des poissons, tuent les alevins, etc. Ça, c'est les signaux aujourd'hui. Dans le futur, je ne veux pas être pessimiste, mais vu la tendance actuelle, je vois mal comment ça pourrait s'inverser. Et je pense que, là encore, les pêcheurs auront un rôle extrêmement important de surveillance. Alors, pour emprunter un terme aux chasseurs, de sentinelle de la nature, pour pouvoir signaler les dérèglements et essayer de trouver des solutions d'adaptation. Si je prends le cas de l'association des pêcheurs du lac de Paladru, pendant l'hiver, il y a 2 ou 3 ans, il y a une dizaine de bénévoles qui ont pris pelle et pioche et qui sont allés faire des aménagements sur les rivières dans lesquelles les truites remontent se reproduire. Pendant ce temps, les gars, ils ne pêchent pas, ils ne sont pas avec leur famille, ils ne sont pas avec leurs enfants, ils font tout ça pour pas un rond. Donc je pense que c'est important d'avoir conscience que les gens les plus proches, les passionnés, vont avoir un rôle de plus en plus important pour essayer de contrer ou de compenser les dégâts engendrés par le dérèglement climatique. D'accord. Eh bien écoute, j'ai une question. Est-ce que tu regardais ou tu regardes encore la chaîne Chasse et Pêche? Chasse et pêche à la télé, eh ben non, je regardais pas, mais parce que à la maison il n'y avait pas. Et j'aurais rêvé pendant des années de regarder. Quand j'ai pris mon premier appart avec un bouquet télé, le premier mois, on t'offre chasse et pêche. Et j'ai passé un mois devant la télé à regarder des émissions qui, par ailleurs, tournent en boucle. Mais je me suis éclaté à regarder ça. Voilà. Aujourd'hui, on a les chaînes internet, YouTube. Quand je suis au bureau, à la pause de midi, si je vais pas à la salle de sport, je vais sur YouTube et je regarde quoi, à ton avis? Des vidéos de pêche. Voilà. Ah ouais, ouais, incroyable. Maintenant, il y a des chaînes là-dessus, c'est incroyable. Alors, tu vois, chasse et pêche. Est-ce qu'il y a des ponts ou est-ce qu'il y a des relations déjà entre le monde de la pêche et le monde de la chasse? Il y a des interconnexions, puisque certains sont chasseurs et pêcheurs. Certains ne sont que chasseurs, d'autres ne sont que pêcheurs. Je connais beaucoup de pêcheurs qui ne souhaiteraient pas aller à la chasse, parce que le rapport à la vie animale est différent. À la pêche, on peut avoir le choix de capturer un poisson et de le relâcher vivant. À la chasse, un animal tiré, on ne le relâchera pas. Voilà. Il est voué à être tué. Ceci étant, il y a des points communs. Il y a des points communs sur l'amour de la nature, la passion d'être en extérieur, parfois sous la pluie, dans le vent. Qui est-ce qu'on voit entretenir les chemins? Qui est-ce qu'on voit nettoyer les berges des rivières, nettoyer les forêts? Ce sont les pêcheurs et les chasseurs. Pour que le plus grand nombre puisse jouir des espaces naturels, d'espaces propres, pour que les randonneurs, que les vététistes, que les cavaliers, que les passionnés de champignons puissent profiter de la forêt, d'une forêt propre ou de berges propres.
là encore, les chasseurs et les pêcheurs donnent de leur temps parce qu'ils exploitent le milieu naturel, mais tout d'abord ils l'aiment. Ouais, on voit qu'il y a la notion de passion quand même qui revient souvent. Et tu as utilisé l'expression sentinelle de la nature. C'est assez marquant. Voilà. Voilà, on imagine une première ligne. Je reviens juste sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au dérèglement climatique et ses impacts, notamment sur les écosystèmes. Et à terme, on peut se dire, je ne sais pas, naïvement, que ça va impacter le nombre de poissons et d'espèces dans les eaux douces en France. Enfin, pas qu'en France, mais en tout cas là, on se dit en France. Donc en quoi, de manière concrète, le dérèglement climatique va impacter, partiellement ou principalement, le nombre de poissons qu'il y aura dans nos eaux douces en France? La diminution du nombre de poissons dans un lac ou dans une rivière est en partie liée au prélèvement réalisé par les pêcheurs. Ça, c'est indéniable. C'est en partie lié à la prédation d'un oiseau qu'on voit arriver de plus en plus, qui est le cormoran. Le cormoran, c'est un oiseau pêcheur qui est une espèce protégée, de plus en plus présente en France, et qui prélève également une partie des poissons des milieux aquatiques. Mais le principal problème pour la vie aquatique, c'est la qualité des milieux. La pollution des eaux, les marnages, donc les variations de niveau trop importants dans les pièces d'eau, les crues très importantes, un taux d'oxygène trop bas, des eaux trop chaudes. Je vais être un tout petit peu technique, mais si je prends l'exemple de la perche, qui est un poisson emblématique en France, très recherché par les pêcheurs d'ailleurs, mais très abondant et qui a une bonne capacité à se reproduire. La perche, si l'eau ne descend pas l'hiver en dessous de, alors je ne sais plus si c'est 4, 5, 6 degrés, mais si l'eau ne refroidit pas assez, les œufs qui seront pondus au printemps ne seront pas viables. Donc le réchauffement climatique a un impact sur les populations de poissons rustiques et historiques tels que la perche. Nous, on observe des pontes de perches sur les bordures du lac de Paladru, mais finalement, on n'est pas sûr que ces œufs soient viables tous les ans, parce que si l'eau ne descend pas assez, les œufs n'éclosent pas. Donc ça, c'est un des impacts directs du réchauffement climatique. On voit des changements, certaines espèces plus résistantes, plus rustiques vont prendre le dessus sur certaines autres. Les rivières à truites, dans certains endroits, sont devenues des rivières colonisées par d'autres types de poissons, moins nobles, moins recherchés par les pêcheurs, moins bons gustativement, parce que ces poissons, désormais, y trouvent des conditions de vie qui leur sont favorables. D'accord. Alors, Romain, une question un peu plus personnelle. D'où t'es venue la passion de la pêche? Et dans la continuité, donc pour le futur, on parle parfois avec nos intervenantes et intervenants des futures générations. En quoi la pêche, selon toi, euh, sera porteuse de bonnes valeurs pour les futures générations? Alors notamment en 2100, si on se projette un peu plus loin. Moi, j'ai toujours aimé les trucs du terroir. Voilà, j'ai grandi à Prieux, au fin fond du village, dans une combe où on ne voyait pas beaucoup de soleil. Et ma passion, c'était d'être dehors, de rentrer les vaches avec le paysan d'à côté, d'être dans les forêts. C'était mon truc. Voilà. Et après, comment j'ai aimé la pêche? Alors, mon père ne pêche pas. Le pauvre, je lui décerne une médaille. Parce qu'il m'a souvent amené à la pêche, il m'a souvent attendu, me regarder ne rien prendre d'ailleurs. Il a fait beaucoup d'efforts, mais c'est un de mes cousins qui m'a initié. Donc on habitait à Prieux, et près d'Aprieux, il y a les étangs d'Oyeux, ils sont magnifiques. Et on allait pêcher avec une branche de noisetier et un bouchon de liège, des petits poissons sur le bord. Ça a commencé comme ça, puis j'ai appris dans les livres, beaucoup. Puis j'ai acheté une embarcation, puis maintenant je voyage à l'étranger. Voilà. Donc je ne sais pas où je m'arrêterai, mais en tout cas, que de chemin parcouru depuis le début. Sans vouloir enfoncer des portes ouvertes, c'est assez clair qu'un gamin, ou même qu'un adulte d'ailleurs, est mieux à la pêche en pleine nature, plutôt que devant un écran ou en train de faire, disons, des couillonnades. C'est un loisir qui est à la portée de tous,
sain pour l'esprit, sain pour le corps. En termes de valeurs, le respect de l'environnement et du vivant sont des notions de plus en plus présentes chez les jeunes générations et les jeunes générations de pêcheurs. Donc on relâche le poisson, ou si on souhaite le conserver, on le sacrifie sans souffrance. On ne le laisse plus dessécher sur un coin d'herbe comme c'était le cas à l'époque, comme on le voyait avec les anciens. Il y a aussi une féminisation de la pêche en France, ce qui d'ailleurs éloigne encore davantage les pêcheurs de l'image un peu plan-plan ou un peu rustique qu'ils ont pu avoir par le passé, et au sujet de la transmission auprès des jeunes. Alors effectivement, l'association des pêcheurs de Paladru lance cette année une école de pêche. Ça existe déjà à Voiron ou ailleurs, et ça marche plutôt bien. Mais d'ailleurs, j'ai moi-même été à l'école de pêche de Tullin quand j'étais gamin, donc il y a de ça une trentaine d'années, et j'en garde un super souvenir. Au-delà des écoles de pêche, il y a aussi les animations, dans le cadre de sorties scolaires, par exemple. Ça existe à Paladru depuis très longtemps, et nos bénévoles, depuis une dizaine d'années, encadrent des jeunes de centres de loisirs, des jeunes enfants. Et on se rend compte en fin d'année, quand on fait le point avec les enseignants, que les journées de pêche sont celles qui ont été les préférées des enfants. Ça reste leurs sorties favorites. Ils adorent. Alors ça demande un encadrement rapproché, parce que je peux te dire que sur ces journées, les accompagnants passent plus de temps à démêler des nœuds qu'à pêcher. Voilà, on essaie de transmettre la passion de la pêche, l'amour de la nature, dans un esprit de calme, de bienveillance. Et ça marche, puisqu'on voit revenir des gamins qui sont venus à la pêche dans le cadre de l'école, qui sont inscrits à l'école de pêche cette année. Voilà, on peut avoir espoir que cette transmission continue pour former les citoyens de demain. Ouais, bah écoute, c'est top. Ça me rappelle des souvenirs, notamment avec mon grand frère, où on allait pêcher. Alors, je l'accompagnais plus, tu vois, à la pêche, et je le voyais sous la flotte, les mains mouillées ou gelées, tu sais, dénouer les nœuds sur la canne. Ça me rappelle aussi des souvenirs incroyables, même en termes de, je sais pas, je pense à la patience, je pense, tu vois, à la persévérance et des choses comme ça. Mais j'ai aussi passé Et d'ailleurs, je l'ai fait là en Irlande. À un moment, j'ai fait un sac de nœuds dans ma ligne, et j'ai dit à mon collègue avec qui je suis parti, je dis là, je ne couperai pas. Donc j'avais décidé que j'allais défaire le nœud. Ah ouais, j'ai perdu 20 minutes, mais j'ai défait le nœud. Voilà. Effectivement, ouais, ça t'apprend la patience, la motricité fine. Apprendre à pêcher un gamin, c'est une chose, mais avant de tremper la ligne dans l'eau, moi je le vois avec mon filleul par exemple, j'ai essayé de lui apprendre comment on monte la ligne, comment on monte un hameçon, comment on règle la profondeur. Voilà, on pêche pas forcément en surface ou au fond, il faut trouver où pêcher. Donc on apprend des choses techniques, on apprend à essayer de lire ce qui se passe sous l'eau. Parce que attraper 3 gardons, c'est à la portée de tout le monde. Mais faire une belle bourriche, ça c'est une autre histoire. Donc il faut aussi se creuser les méninges. D'ailleurs, les pêcheurs deviennent meilleurs d'année en année, ils progressent. Alors, on échange des techniques, Internet aide beaucoup aussi. La pêche, c'est aussi un peu le reflet de l'évolution de notre société moderne. On utilise des techniques moins traumatisantes pour le poisson. L'électronique commence à nous aider beaucoup. Donc voilà, on voit vraiment qu'il y a une évolution, on suit cette évolution de la société, et c'est pour ça que on peut avoir espoir que ça forme des jeunes qui sont hyper connectés, mais qui pourtant aimeront passer un moment dans la nature, et surtout la respecteront. Oui, et comme tu dis, on peut être hyper connecté avec la nouvelle technologie, et aussi bien connecté à la nature. Dernière question, Romain, notamment on peut parler de nouvelles technologies, mais tu sais, on a l'idée de se projeter, notamment en 2100. Alors, est-ce que selon toi, la pêche de loisirs existera-t-elle toujours en 2100 ? Alors dans ma réponse, je ne pensais pas parler de technologie, mais effectivement, c'est quelque chose qui existe. Aujourd'hui, si je reprends une nouvelle fois l'exemple du lac de Paladru, la quasi-totalité des barques sont équipées d'échosondeurs qui nous permettent de connaître la topographie du fond et de détecter la présence des poissons.
C'est quelque chose qui a commencé à exister il y a une quinzaine d'années, qui était marginal, et aujourd'hui tout le monde est équipé de cette technologie. Après, plus globalement, est-ce que la pêche existera encore en 2100 La pêche existe depuis des milliers d'années. On ne parlait pas à cette époque de pêche de loisirs, mais plutôt d'un besoin de trouver des ressources alimentaires pour survivre. Alors, aujourd'hui, on est à un tournant dans les modes de gestion et dans la manière de voir toutes les activités liées à la nature. Mais je ne vois pas pourquoi la pêche n'existerait plus en 2100. On pêchera plus comme aujourd'hui, les pratiques et les techniques vont continuer à évoluer, ça c'est certain, mais je pense que d'une manière ou d'une autre, l'homme avec un grand H cherchera toujours à capturer un poisson. Je fais un pas de côté et je parle de pêche en mer, par exemple, dans des grandes profondeurs. Aujourd'hui, on a des moulinets électriques, c'est-à-dire qu'on pêche des poissons à 5, 6, 700 mètres de fond, on ne les remonte pas à la main. On a une technologie qui nous permet de remonter le poisson. C'est un mode de pêche particulier, tout le monde ne va pas aimer, mais c'est quelque chose qui existe. Donc après, est-ce qu'on n'aura pas des drones pour aller repérer le poisson depuis les airs, des radars thermiques, je ne sais pas, c'est des choses qui probablement existeront. La technologie évolue très vite. Quand les nouvelles technologies pêche arrivent, c'est comme toute technologie, c'est extrêmement cher. Et en quelques années, ça se démocratise. Et pour peu que AliExpress ou Wish s'y mettent, bientôt tout le monde sera équipé de manière hyper pointue, même sur le lac de Paladru. Yes. Écoute, Romain, avant de nous quitter, et je te remercie pour ton temps, la prochaine fois, on reçoit Jérôme Pierrat, qui est journaliste, scénariste français, qui est spécialisé dans le grand banditisme. Et avec lui, on va essayer d'imaginer le grand banditisme du futur. Donc, est-ce que tu aurais une question à lui poser? J'aurais une question pour Jérôme. Alors Jérôme, tu as dépensé beaucoup de temps et d'énergie pour enquêter sur les brigands et les voyous en tout genre. Ma question est la suivante. As-tu un jour imaginé céder aux sirènes de l'argent facile et envisager de rejoindre la pègre? Ouais, bah écoute, on lui posera la question. Et sans jeu de mots, on parlera peut-être gros poisson avec lui pour le coup. Écoute, merci beaucoup Romain pour ton temps, ça a été un vrai plaisir de partager écoute, ce moment avec toi et parler de pêche. Merci à toi Romain. Salut. Salut Antoine, et salut à tous.